Moi, j'ai toujours cru que j'étais coupable. Parce on m'a toujours dit que c'était moi qui étais une merde, une bonne à rien et qui réussirait pas dans ma vie. Donc, je me suis dit, ben c'est moi. En effet, je suis nulle. Je suis nulle. Bonjour à tous, je suis Lily Desilles, j'ai 36 ans. Je vais vous raconter mon histoire. Si j'avais un titre à donner à mon histoire, ce serait Je suis née à 30 ans. J'ai fait une sorte d'amnésie traumatique et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais vécu vraiment. Et c'est remonté à la surface quand j'avais 30 ans, au moment où j'étais enceinte de ma fille Alice. Mon histoire, je suis issue de l'aide sociale à l'enfance. Ma génitrice a dû me mettre en pouponnière à l'âge de 9 mois. Et quand elle est revenue, j'étais placée en famille d'accueil. Donc j'ai été placée en famille d'accueil de mes 9 mois à mes 16-17 ans. Au départ, tout se passait bien. On habitait dans un petit village en Bourgogne, dans l'Yonne. Tout se passait bien jusqu'à mes 5-6 ans. Et puis, un jour, ma famille d'accueil a décidé de déménager et d'aller habiter dans un autre village dans la campagne. Et là, en fait, c'est là où le cauchemar a commencé. C'était un couple. Ils avaient 3 enfants à eux. Une autre qui était en fait leur nièce. Qui soit partait à l'aide sociale à l'enfance, soit était recueilli par quelqu'un de la famille. Et ensuite, il y avait un autre enfant de l'ASE qui avait 2 ans de plus que moi et moi. Donc nous étions 6, mais on a été élevés à 3. C'est-à-dire 2 enfants de l'ASE et un fils, leur dernier fils. Voilà, elle était assistante maternelle, lui était plombier chauffagiste. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Elle était toujours à tout mener, tout diriger. C'était une femme très tyrannique, même avec son mari. Son mari parlait pas trop. Il est tombé d'ailleurs dans l'alcoolisme à cause de ça. Donc ils ont déménagé dans cette fameuse ferme. Et là, donc, c'est là où le cauchemar a commencé. C'était une ferme à rénover. Il y avait tout à refaire. Donc au tout départ, c'était des champs entiers. Donc il a fallu faire des séparations. Donc on tenait les poteaux en bois pendant que son mari il tapait dessus pour enfoncer les poteaux. Il fallait poser le grillage. Donc ça c'était nous qui le faisions aussi. Il y avait des chardons dans les champs. Ils n'utilisaient pas de pesticides. Donc il fallait prendre la brouette et avec des gants arracher les chardons. Mais ce qui nécessite un effort considérable quand tu es jeune en fait. C'était une maison, il y avait 2 hectares, donc si tu veux, tu partais du champ, il fallait que tu ailles à l'autre bout de la ferme pour jeter tout ça au tas de fumier. Sinon, en fait, on se faisait... je me faisais clairement engueuler, mais si tu veux, c'était pas des mots sympas quoi. C'était t'es bonne à rien, dépêche-toi, t'es conne, tu réussiras jamais rien dans la vie, salope. Elle me prenait derrière l'oreille, elle me pinçait en me disant de toute façon tu réussiras pas, tu fais toujours n'importe quoi. Voilà, ils avaient donc dans la maison, il fallait tout rénover. Ils voulaient mettre de la tomate au sol, sauf qu'il y avait du carrelage et les précédents propriétaires avaient mis une grosse couche de colle. Et donc on était avec des marteaux et des burins à 10 ans et il fallait casser la colle. Et j'avais des ampoules plein les mains, j'avais mal aux mains et j'avais pas le droit de me plaindre parce que sinon, en fait, je me faisais tabasser. Et après, ils avaient des animaux. Donc il fallait s'en occuper, il fallait curer les poules, curer les moutons, curer les lapins. Donc pareil, prendre la brouette de fumier, l'emmener sur le tas de fumier à l'autre bout de la ferme, le faire vite et bien, parce que sinon tu sais que derrière tu te faisais tuer.
Moi, j'avais peur de la nuit. La nuit, il fallait aller fermer les poules pour pas qu'elles se fassent manger par les renards. Donc, je devais toujours y aller avec la lampe électrique. Mais pareil, t'es dans la nature, il n'y a rien autour en fait. Et quand t'es petit, bah, forcément, comme beaucoup de petits enfants, t'as peur du noir. Donc, elle savait et elle m'imposait d'aller fermer les poules tous les soirs à la tombée de la nuit. Et ça, c'est un traumatisme que j'ai gardé. Aujourd'hui, j'ai toujours peur de la nuit parce que c'est des choses qui m'ont marqué. Tous ces choses que tu donnais à faire, tu les faisais avec tes frères ou tu étais la seule et aussi, est-ce que c'était quand même, tu voyais plus une maltraitance ciblée à toi ou c'était ou aussi maltraiter tous les enfants? C'était vraiment ciblé en fait sur ma personne et l'autre personne qui était de la DAS. Il y avait une troisième personne qui était son fils. Lui, il avait sa chambre, il avait la télé, il avait un scooter, il faisait ce qu'il voulait. Il ne participait pas du tout aux tâches, à aucune tâche. En fait, c'était vraiment... quand je parle d'esclavagisme moderne, c'est vraiment ça. Parce que comme si, en fait, elle avait pris des enfants de la DAS, mais c'était pour l'argent et pour avoir une main-d'œuvre gratuite, clairement. C'est pour ça que je parle d'esclavagisme moderne, moi. Déjà, il y a eu ce fait d'être esclave et puis ce fait de jamais être encouragé. Tu vois, à l'époque, on faisait développer les photos. Elle me prenait en photo et elle faisait que de me dire t'es grosse, t'es moche, t'es grosse. Et un jour, elle m'a demandé de me mettre nue. Elle m'a pris en photo, elle a fait développer les photos et elle m'a montré les photos quand elles étaient développées en me disant tu vois, regarde-toi bien, ça c'est toi. T'es moche, t'es grosse. Tu vois qui tu es, t'es rien, t'es une merde en fait. T'es une grosse merde. Et à partir de ce moment-là, ben moi je suis tombée dans la boulimie. Et comment tu faisais à l'école, par exemple, pour continuer à aller à l'école, même si tu étais en train de vivre des choses affreuses à la maison? Alors déjà, j'avais pas le choix parce que si je rentrais à l'école avec de mauvais résultats, je me faisais tabasser. Donc, je devais travailler à l'école. Et à partir du moment où j'étais en seconde, j'ai demandé à être à l'internat. Parce que c'était un cauchemar pour moi de vivre. C'est-à-dire que moi, à partir de 13, 14 ans, j'étais déjà en dépression. Je rentrais de l'internat, elle venait me chercher, je regardais par la fenêtre et je pleurais. J'avais les larmes qui coulaient parce que je savais ce que j'allais vivre. Moi, j'avais pas le droit d'aller voir mes amis. J'avais pas le droit de faire des activités. Moi, c'était, on reste à la ferme. On allait, j'ai vécu comme si on vivait dans les années 1940. Et puis après, il y a eu les attouchements aussi. Moi, j'ai été victime d'attouchements de la part de celui qui était de la DAS et de la part de son fils. C'était un secret. On joue au papa et à la maman et donc c'était des attouchements, voilà, fellation, masturbation et en fait, ben moi, j'avais pas le choix de me taire parce que je savais que soit j'allais pas être crue, soit j'allais encore une fois être rabaissée. Et donc je disais rien. Bon, j'étais toujours dans un déni, hein, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu vis dans ce genre de cauchemar, c'est soit ton cerveau il occulte parce que c'est une question de survie en fait. C'est une question de survie. Si tu prends conscience de ce que tu vis, tu te butes. Tu te butes. Moi dès l'âge de 12, 13 ans, je voulais mourir. Je voulais mourir parce que c'était une souffrance. Est-ce que toi aussi en parler à quelqu'un à l'école ou à quelqu'un à te confier? Personne n'a été au courant. Les gens l'ont su quand j'ai fait le reportage Buzzly. Après, à 30 ans, comme je t'ai dit, quand j'ai pris conscience des choses, j'ai écrit 20-30 pages de ma vie que j'ai envoyées à la famille d'accueil en leur disant aujourd'hui j'ai compris, je suis victime et pas coupable et vous êtes mes bourreaux et je ne veux plus jamais entendre parler de vous. C'est un adieu que je vous fais. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Aujourd'hui, je vais être maman, je protège mon enfant, je me protège moi-même et j'ai écrit. Et là, j'ai 2-3 amis à qui je l'ai fait lire. Mais les gens avec qui j'étais à l'école et au collège et au lycée l'ont su en novembre quand j'ai fait le reportage Buzzly. J'ai eu des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais comment c'est possible?
Toi qui étais tout le temps là pour les autres, qui avait le sourire, qui était délégué de classe, qui était investi pour les gens, comment ça se fait qu'on n'a rien vu? Comment ça se fait que tu nous as rien dit, quoi? Tu vois? Moi, je lui ai envoyé, si tu veux, j'ai envoyé un mail à ceux qui m'ont fait du mal et j'ai envoyé un mail à côté à la nièce qui a été recueillie dans cette famille et aux plus grands de leurs enfants parce que c'est des gens qui m'ont aidé quand j'étais à la fac, qui se sont portés garants, qui me prêtaient de l'argent quand il fallait, quand j'avais besoin et ils m'ont dit eux-mêmes, on est fiers que tu aies fait ça et que tu te sois libéré de ça. Et ça, c'est la femme de Stéphane, qui est son plus grand-fils, qui m'a dit on est fiers de toi. Et Sandrine, qui est sa nièce, mais qui l'appelle maman, elle m'a dit bah écoute, j'ai été très perturbée par ce que tu m'as dit. J'y ai pensé toute la nuit. Sache que j'ai vécu la même chose. J'ai été maltraitée, j'ai été violée. Quand je faisais quelque chose qui n'allait pas, j'étais enfermée dans le grenier avec du pain sec. Enfin, voilà, c'était ça. Moi, j'ai pas eu de Noël, j'ai pas eu d'anniversaire. J'étais enfermée dans ma chambre. J'avais pas le droit de faire ça. J'avais pas de cadeau j'avais pas de cadeau pour Noël, j'avais pas de cadeau pour mon anniversaire. J'ai pas eu d'enfance en fait. J'ai pas eu d'adolescence. Elle m'a privée de tout, de tout. Et c'est horrible. Vraiment, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est le pire sentiment d'être seule et de pas avoir. Tu sais, aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, moi, le deuil que je ne ferai jamais, c'est de pas avoir de parents, de pas avoir quelqu'un sur qui je peux compter juste moralement, tu vois. Appeler ma mère et lui dire, bah aujourd'hui, je vais pas bien, ou donne-moi une recette de cuisine, ou appeler mon père, avoir quelqu'un qui me prenne dans ses bras, qui prenne soin de moi. Tu vois, c'est quelque chose qui me manquera toujours. Aujourd'hui, moi, j'ai une relation ultra fusionnelle avec ma fille. Je la protège. On se dit je t'aime 10 fois par jour. C'est que de la douceur, c'est que de l'amour. Et je fais très attention à ce que je dis parce que les mots sont plus forts que les armes. Et c'est des choses, moi, qui m'ont marqué au fer rouge pour toute la vie. Et j'ai dû parler, j'ai dû voir des psychologues, je vois un hypnothérapeute, j'ai fait des dépressions, j'ai fait des tentatives de suicide. Parce qu'en fait, il y a un moment où tu sais, quand tu parles pas, il y a un moment où ça te retombe dessus. Et t'es comme un volcan et à un moment, ça explose. Il n'a jamais eu une envie, en fait, de donner d'amour ou de rien pour toi. C'était juste son plan, c'était ça. C'est quelque chose de calculé, d'avoir des esclaves. Moi, tu sais, un jour, parce qu'en fait, il y a des fois, tu te dis, c'est pas possible, je suis zinzin, en fait. C'est-à-dire que toi, tu as de l'amour pour la personne, malgré le fait qu'elle te fasse autant de mal, tu as de l'amour. Et donc, un jour, je lui ai dit, j'ai besoin d'avoir une identité. J'aimerais bien être adoptée. J'aimerais bien que tu m'adoptes. Tu te rends compte, le truc, c'est ton bourreau et tu lui demandes de t'adopter. Et ce jour-là, elle me dit, mais non, mais c'est trop compliqué, c'est pas possible. Et là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, mais en fait, mais il y a un problème. Tu peux pas, elle, devant tout le monde, elle disait, je les considère comme mes enfants, je fais pas de différence. Mais non, en fait, je pense que dans sa tête, en effet, c'était calculé. Elle voulait juste esclavager des gens, c'est tout. Et comment ça a été la dernière fois que tu as vu la famille d'accueil? Comment t'es partie? Est-ce que tu as réussi à confronter cette femme? Comme j'étais dans un déni, cette personne est venue avec son nouveau compagnon dans le sud. Et un soir, on a une discussion et elle me dit, est-ce que tu as des nouvelles de ta mère biologique? Je lui dis, oui, j'ai des nouvelles. Et je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu chez toi et elle t'en veut énormément. Et elle me dit, mais pourquoi? Je vous ai toujours considérés comme mes enfants. Et là, en fait, j'ai pris conscience. Je suis partie dans le garage, je me suis effondrée en pleurs. Et mon compagnon, le père de ma fille, est venu et m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, en fait, elle ment, elle m'a fait vivre le pire et elle est dans le déni. Elle dit qu'elle nous a élevés comme ses enfants, mais c'est pas vrai. J'ai vécu les pires horreurs. Et c'est là, du coup, que j'ai écrit, parce qu'elle, c'est pareil, elle est revenue
Là, tout d'un coup, j'étais une personne qui l'intéressait, tu vois. Parce que j'ai quand même réussi à faire des études, j'ai repris les études pour être comptable, donc j'avais un métier, j'avais un conjoint, j'avais une maison. En fait, du coup, là, tout d'un coup, je devenais intéressante, quoi, tu vois. Et, quand elle est partie, là, c'est là où j'ai écrit, quoi. Là, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire et de dire maintenant, stop, c'est fini. Et en fait, j'aurais pu porter plainte, aller devant la justice, pour que ça dure 10 ans, que tout ça soit remué encore pendant des années. Donc, je vais pas me battre devant la justice. Par contre, moi, je leur ai écrit tout ce qui m'avait fait vivre. Et je leur ai mis sous les yeux et je leur ai dit, voilà, lisez et vivez avec ça. Vivez avec ça et regardez-vous dans le miroir. Essayez de vous regarder dans le miroir. Parce que là, tout est écrit. Tout est écrit en détail. Et moi, franchement, j'aurais du mal à vivre avec ça. J'ai une pupille, en fait, qui a été, en fait, pareil, tu vois, laissée à l'abandon. Sauf que elle, elle a été SDF, elle a dû vivre dans des squats. Et en fait, les hommes qui l'a logée, en l'occurrence, il y a un homme là qui l'a logée, qui lui demandait en échange des rapports sexuels non consentis. Clairement, qu'il a violé. Donc, on a beaucoup parlé avec cette personne. J'ai essayé de l'aider. Et un jour, heureusement, je lui ai demandé son adresse. Et elle m'a envoyé un message en me disant au secours, je saigne, il a essayé de me violer, je saigne de partout, appelle la police. Donc il a fallu que j'appelle la police. Et en fait, la police est intervenue, il a été incarcéré et là, il est en détention provisoire jusqu'au jugement. Bon, voilà, tu vois, c'est une petite victoire pour moi. Parce que pour l'instant, j'ai aidé qu'une personne. Mais en tout cas, je mets ma pierre à l'édifice. Parce que je peux pas rester spectatrice. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise, écoute, tu seras plus jamais seule, t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais faire en sorte. Et moi, je peux pas rester comme ça, tranquille chez moi, à rien faire. Non, il y a encore plein de jeunes qui ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que je veux en aider un maximum et que je parle de mon histoire parce que je veux que les gens comprennent et se sentent concernés et se disent ouais, il faut qu'on se bouge quoi. Il faut qu'on se bouge, il y a des choses à faire, il faut qu'on aide ces jeunes-là quoi. J'aimerais dans le meilleur des mondes que ce que j'ai vécu ne se reproduise jamais pour quiconque, tu vois. Et oui, je veux donner du sens, je veux m'en servir. Et moi, j'ai décidé, j'ai pas décidé de transformer ça en haine. J'ai décidé de prendre mon vécu comme exemple et me dire, ok, alors t'as vécu ça, ça a été super dur. Il a fallu que j'aille voir des psys, que je me fasse suivre. J'ai eu des périodes difficiles de dépression, des tentatives de suicide, etc. Là, je suis là. Aujourd'hui, j'avance dans ma vie. J'ai une petite fille. J'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, je suis heureuse. Et maintenant, c'est à mon tour d'aider ces gens-là et que mon histoire, elle serve. Que mon histoire, elle serve. Tu vois. Quelqu'un qui vit la même chose que moi, je vais lui dire déjà dénonce. Parce que moi, j'ai cru que ce que je vivais, c'était normal. Non. Si tu vis la même chose que ce que j'ai vécu, c'est pas normal. Il faut que tu dénonces. Il faut pas que t'aies peur. Il faut pas que t'aies peur. Ces gens-là sont toxiques et ce sont des bourreaux. Et tu es victime.